Cottenberg, il était à plus de 30 secondes. Alors là, La visiblement, poursuite cette attention a fait mal. Hein. L'ascension du Cottenberg, nous vous disions que c'était une des côtes les plus abruptes de cette Gold Race. Eh bien, nous en avons eu l'illustration. Regardez, Davide Rebellin est très bien placé. Il est en 4e position et c'est Frank Vandenbroek lui-même qui fait le boulot. C'est bien vu de la part de Vandenbroek, puisqu'il sait qu'il y a des coureurs qui sont à la rupture et là, il va les faire craquer complètement. La classe et l'intelligence faites coureur, ce Vandenbroek. Oui, c'est vrai qu'il est fort physiquement, mais il fait très très peu d'erreurs en course. Il court vraiment très très bien. Et on va revoir une partie. Voilà, il y a une cassure dans le peloton. Il y a une cassure très nette. Donc, alors, il va rester dans un instant 3 hommes en tête. Morenoud, Vinokourov, Dirksens. Les 3 hommes intercalés, Michael Bogert, Joe Plancart et l'Italien Gabriele Massiglia, vont être repris par ce groupe qui était il y a un instant conduit par Frank Vandenbroek, dans lequel on a vu également Battini, dans lequel on a vu David Rebellin. Oh, ça recasse là, vous avez vu que dès qu'un coureur se relève, les autres... C'était Vandenbroek, hein, c'était Vandenbroek. Les autres sont tellement à la rupture. Regardez ces routes extrêmement étroites qui passent en fait au milieu des terres, des cultures. Et il y a de la terre séchée sur la route. Hein, on voit, c'est ce qui provoque d'ailleurs la poussière que l'on a vu il y a un instant. Regardez là, on voit à certains moments de cette poussière. Voilà les 3 hommes intercalés qui vont voir revenir l'avant-garde du peloton. La situation de la course, nous sommes à 70 km de l'arrivée, un petit peu moins, 70 km de l'arrivée. Vous voyez sur le bas-côté, la boue, l'humidité. Il y a un écart assez conséquent entre les 11 hommes qui sont sortis du peloton et le reste du peloton, on dira le 2e peloton. C'est Rebellin qui était en première position. On voit beaucoup les coureurs de l'équipe Lamprey, ce n'est pas étonnant, car pour l'instant, Lamprey, 3,15. Les 3 hommes de tête, Morenoud, Vinokourov, Dirksens. À 3,15, les 3 poursuivants, Bogert, Plancart, Missaglia. Les voici, mais le peloton est juste derrière eux. Joe Plancart, d'ailleurs, vient de se retourner, vous l'avez vu. Voici Michael Bogert. Regardez juste derrière le groupe Vandenbroek, qui va revenir sur les coureurs intercalés et retour maintenant avec les 3 hommes de tête et avec ce Dirksens qui est un rouleur infatigable. On se souvient que l'an dernier il avait fait une grosse saison au sein de l'équipe Lotto. C'est un garçon qui est passé professionnel sur le tard à 30 ans, qui a connu l'usine avec les levées matinaux 5 h du matin. Vandenbroek lui-même qui ramène ce groupe. Il est dans le bon wagon, Vandenbroek, tout comme Rebellin, tout comme Martin Den Bakker. Martin Den Bakker, nous sommes dans sa roue. Le 38, c'est un autre. Rabobank, c'est bien sûr Marcus Sberg. Cette équipe Rabobank voltige littéralement, mais elle ne gagne pas pour l'instant. Il y a également dans ce groupe le 111 qui est juste devant. Voici Joe Plancart, hein, la jonction a donc été effectuée. Groupe de 11 que l'on appellera le groupe Vandenbroek, revenu sur les 3 hommes intercalés, c'est-à-dire Bogert, Plancart et Missaglia. Il ne reste plus donc que 3 hommes en tête, Morenoud, Vinokourov, Dirksens. Et il y a le 11, c'est bien sûr Bartoli Michele. Il est là, il est dans le bon wagon, Michele. Et voici Laurent Jalabert. Il est en première position et il est dans le bon wagon. Laurent Jalabert est dans le bon wagon. Bernard Thévenet, information importante. Laurent Jalabert est dans le bon wagon. Il était dans le groupe Vandenbroek. Tout comme Bartoli. Ce qui nous promet dans l'heure et demie qui vient une bagarre absolument royale. Car pour tous ces hommes, Bartoli, Jalabert,
Vandenbroek, il va falloir battre les Rabobank alors que nous sommes à Ingber, 66 km de l'arrivée. Et la grande question que l'on peut poser dès maintenant, comment battre cette équipe Rabobank qui est chez elle en Hollande, qui rêve de gagner l'Amstel Gold Race? Il faut savoir qu'aucun Hollandais depuis Frans Maassen en 1991 n'a remporté la Gold Race. Aucun Hollandais depuis 91 pour mesurer la force de l'équipe Rabobank. Il faut savoir que dimanche dernier dans Liège-Bastogne-Liège, Bogert était 2e, Denbacker 3e, Abersold 6e, Marcus Husberg 7e, tir groupé remarquable, mais pas la victoire au bout. Alors pour les Rabobank aujourd'hui, tout faire absolument pour gagner, et ils ont face à eux l'élite, on peut le dire, l'élite des hommes forts dans les classiques. Nous continuons à découvrir ce groupe. On a vu Lance Armstrong qui est également dans le groupe Jalabert Vandenbroek. Nous recensons au fur et à mesure les coureurs et nous sommes revenus avec le trio de tête. Nous sommes avec le trio de tête. Le groupe Vandenbroek est à environ Vandenbroek, Jalabert, Bartoli, 2,28. 2,28. Nos amis d'Anos appellent ça le peloton. On dira que c'est un peloton réduit, peloton restreint. C'était un petit peu étonnant tout à l'heure, hein, le peloton à 3,15. Parce qu'il y avait quand même une forte accélération du peloton. Je pense que l'indication n'était pas bonne. C'est bien. Par contre, 2,28, oui, c'est beaucoup plus plausible. Alors pendant que vous voyez les hommes de ce trio de tête, et notamment Kos Morenhout, qui est tout jeune, il a 25 ans, qui est l'un des hommes de base de l'équipe Rabobank, même s'il n'a pas encore accédé à la grande notoriété, eh bien, nous allons écouter le président de l'Union cycliste internationale, Hein Verbruggen. Il y a eu en effet hier une réunion importante à Bruxelles entre Hein Verbruggen, le président de la Fédération mondiale de cyclisme, l'UCI, et les représentants du cyclisme français, Jean-Marie Leblanc, qui a servi un peu, disons, de médiateur, Daniel Ball, le président de la Fédération, et Roger Leger, le président de la Ligue professionnelle. Une réunion de conciliation, de rapprochement entre toutes ces autorités. On écoute Hein Verbruggen et s'exprime pour la première fois à la télévision. Écoutez-le. Ce que j'ai regretté, c'est que c'est un système, disons, absolument unique. Unique, disons, il n'y a aucune autre fédération qui l'a. Eh bien, nous l'avons mis sur pied ensemble avec la Fédération française. Il y avait M. Maigret et M. Roger Leger, il y avait Daniel Ball qui était là. Nous l'avons mis sur pied. Après, les Français ont ajouté quelques paramètres de plus, ce qui est très bien. Ils ont aussi les moyens de le faire parce qu'ils sont fort supportés, disons, par le ministère, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Eh bien, disons, le fait qu'ils ont ajouté quelques paramètres de plus est très bien. Je leur félicite avec cela. Mais, disons, comme j'ai expliqué hier, ça ne peut pas donner, disons, raison pour dire maintenant, nous autres, on est les seuls qui sont bien et les autres, ça vaut rien. C'est ça la différence. Qu'on dit les autres sont aussi très bien parce qu'encore une fois, le système a été mis sur pied ensemble avec la Fédération française et qu'ils disent, nous autres, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin, ça c'est bien. Ça, c'est une interprétation qui est juste et correcte. Mais d'en déduire en plus alors cette affaire sur le cyclisme sur 2 vitesses, c'est pas justifié, pas du tout, mais pas du tout. Voilà, nous venons d'entendre Hein Verbruggen. Nous sommes avec le groupe de poursuivants derrière les 3 hommes de tête. Vous avez vu bien sûr le maillot de champion de France de Laurent Jalabert. Voici Laurent. Dossard 173. Je vous le disais tout à l'heure au début de cette émission Samedi Sport, Laurent Jalabert, qui était ce matin très souriant. Il est depuis mardi le papa d'un petit garçon qui se prénomme Louis. Louis qui rejoint dans la famille de Laurent Jalabert, Charlotte et Pauline. Laurent Jalabert, père d'un petit garçon, est avide de revanche car il faut le reconnaître pour l'instant, les classiques ne lui ont pas souri, pas de résultats significatifs dans les classiques de Coupe du Monde ou dans les grandes courses d'un jour comme la Flèche Wallonne. Et pour Laurent Jalabert, eh bien c'est bien sûr une très grosse déception. Et le parcours de l'Amstel, le Gold Race, peut parfaitement lui permettre aujourd'hui, le parcours de la Gold Race peut parfaitement lui permettre aujourd'hui de se racheter dans la 5e manche de la Coupe du Monde.
Frank Vandenbroek qui travaille énormément, Bernard, dans ce groupe. C'est lui qui a été à l'origine de la constitution de ce groupe et on le voit très souvent devant. Il est très costaud. Oui, parce qu'il a envie d'essayer d'isoler ce groupe. Très certainement. Et bon, peut-être aussi que l'avance des fuyards commence à l'inquiéter un petit peu, mais avec plus de 2 minutes, ce n'est pas du tout... l'affaire n'est pas compromise. Loin de là. On arrive à Valkenburg où se disputaient les championnats du monde. On se souvient au mois d'octobre dernier, la victoire de Oscar Kamenzin, le Suisse, Valkenburg, où Gilles de Lyon avait également gagné une très belle étape du Tour de France. Regardez cette foule importante. On a la montée du Cauberg là. Oui. Il était jugé, au sommet de laquelle était jugée l'arrivée des championnats du monde. 23e côte de la journée, Bernard. Oui, exactement. Il en reste donc encore 7. 12% de pente moyenne. Voici Ludo Dirksens. Ludo Dirksens devant Kos Morenhout et en 3e position Alexandre Vinokourov. C'est dur, Bernard. Oui, c'est difficile, cette côte du Cauberg. Dans le championnat du monde, on s'en était rendu compte déjà. Mais ici, nous sommes dans l'endroit le plus pentu. Après le petit pont, là, ça va un petit peu mieux. Il y a toujours ce travail énorme de la part de Dirksens, alors que là, nous sommes dans la descente avant d'aborder le Cauberg avec Laurent Jalabert. Et le groupe en récupération en dernière position. Ouais. Et le groupe de Frank Vandenbroek, de Michele Bartoli, de Michael Bogert. Alors, Frank Vandenbroek est le leader de la Coupe du Monde. Cette course, il l'attendait avec impatience car il aime ce parcours truffé de difficultés, mais il savait aussi qu'il y avait une très forte concurrence. Écoutons Frank Vandenbroek. Toute la journée, depuis le kilomètre 20 jusqu'à l'arrivée, c'est constamment être aux avant-postes, constamment devoir frotter, parce que ça frotte énormément. Il y a beaucoup de virages, beaucoup de relances, des îlots directionnels. C'est la course, je veux dire, où il faut le plus être attentif, je pense, de l'année. Et c'est pour ça qu'il faudra déjà avoir les jambes pour rester devant. De surcroît, il y a un très très beau plateau, parce que hors Pantoni et Björn Ries, toute l'élite mondiale est au départ de cette course. Oui, je veux dire, c'est moins une course de spécialiste qu'un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix. Donc tout le monde est ici, l'élite est là, c'est sûr. Mais pour moi, ça restera les coureurs du printemps, les coureurs de classique qui domineront la course. Frank Vandenbroek qui ne laisse à personne le soin d'imprimer le rythme de ce groupe de poursuivants. Il est sur la droite de votre écran et sur la gauche, vous voyez un maillot tricolore, celui de Michael Bogert, le champion de Hollande. Et un peu plus loin, regardez, le long des balustrades, un autre maillot tricolore, celui du maillot de champion de France, avec le tricolore mais inversé, c'est celui de Laurent Jalabert. Très très gros travail dans ce groupe. L'équipe Rabobank qui prend des relais, ce qui veut peut-être dire, Bernard, qu'ils n'ont plus trop confiance en Kos Morenhout qui est dans le trio de tête. Le voici d'ailleurs. C'est même lui qui roule. Alors, il y a un Rabobank qui roule devant, d'autres Rabobank qui roulent derrière, mais bon, je crois que de toute façon les Rabobank roulent dans cette côte du Cauberg, c'est aussi pour fatiguer leurs adversaires. Et Dirksens s'est repassé à l'avant. Il fait un travail phénoménal, alors que Vinokourov, lui, reste un peu plus sur la réserve. Vous l'avez noté tout à l'heure, il était malade en début de saison, il était un petit peu retardé dans sa préparation. Mais on note quand même qu'il arrive en bonne forme à un moment, juste avant les 4 jours de Dunkerque, où il nous avait, non pas surpris, mais émerveillé l'année dernière. Alexandre Vinokourov, 25 ans. On se souvient que l'an dernier, il avait gagné le circuit des mines, il avait gagné les 4 jours de Dunkerque et il avait gagné le Tour de l'Oise. 3 épreuves par étape. 22e du championnat du monde sur la côte du Cauberg. Escalade. Regardez, il est en train de regarder son parcours, Alexandre Vinokourov. Ce qui veut dire qu'il est lucide, attentif. Il regarde si c'est bien la même côte que celle du championnat du monde. Ouais.
Non, il regarde certainement combien il reste encore de kilomètres. Eh bien, au sommet du Cauberg, il reste 60 km. Un petit peu moins, 58 500. Et voici le groupe des poursuivants avec Lance Armstrong qui revient. Lance Armstrong qui a été victime d'une chute, lui, il s'était fait mal à la cheville, d'où son absence dans la Flèche Wallonne et dans Liège-Bastogne-Liège. Il a participé notamment au circuit de la Sarthe, il s'est entraîné en Espagne et le voici revenu, Lance Armstrong, qui a fait l'an dernier une saison superbe après avoir vaincu la maladie. On se souvient qu'il était notamment 4e du Tour d'Espagne et 4e des championnats du monde. Il y a une mésentente là dans le groupe de tête. Parce que Fanini et Denbacher, je crois, se sont retrouvés tous les deux. Ils n'ont pas voulu poursuivre l'effort. 5 coureurs de Lamprey avec Bougert et Armstrong, hein, semble-t-il, qui est en deuxième position dans ce peloton. 1:35, l'avance du trio de tête, 1 minute 35 secondes. On peut considérer que tout reste à faire entre hommes forts dans cette Gold Race et que Laurent Jalabert est pour l'instant dans le bon wagon, car l'on peut considérer qu'être dans le groupe de Van den Broek et de Bartoli, c'est être dans le bon wagon. C'est petite chose la journée que je remarque, il me semble qu'il n'y a pas de TVM ici, c'est vraiment étonnant, oui. Mais on ne les a pas vu beaucoup, l'équipe TVM supportant une équipe hollandaise, mais là, on n'a pas été très à l'aise apparemment aujourd'hui. Par contre, les Rabobank là sont en force, hein, puisque il semble qu'il y en a 4 dans ce peloton, plus encore un élément à l'avant. Donc ils auront 5 coureurs, au moins 5 coureurs sur 8 que comptait leur équipe au départ. Vous voyez que Laurent Jalabert est bien placé, il est actuellement en deuxième position. Alors une précision importante concernant Laurent Jalabert. Nous avons vu bien sûr Laurent ce matin avant le départ et il nous a précisé ceci: pour l'instant aucune décision n'a été prise concernant une éventuelle participation au Tour d'Italie. Laurent Jalabert va s'aligner dans le Tour de Romandie et c'est au terme du Tour de Romandie qu'il décidera s'il participe oui ou non au Tour d'Italie. En ce qui concerne le Tour de France, dès le mois de février, sur France 2 et dans Stade 2 notamment, nous vous avions dit que nous ne pensions pas que Laurent Jalabert participerait cette année au Tour de France pour de multiples raisons, qu'elles soient sportives ou psychologiques, et nous restons sur notre position. Mais il est possible que Laurent décide, si le Tour de Romandie est concluant, il est possible que Laurent décide de participer au Tour d'Italie et ensuite au mois de septembre au Tour d'Espagne pour se préparer pour les championnats du monde dans le cadre d'une sélection, ce qui pour l'instant n'est pas acquis, non pas à cause de problèmes sportifs, mais vous le savez, à cause de ce contrôle médical longitudinal auquel Laurent Jalabert, membre d'une équipe espagnole lancée, ne s'est pas soumis pour l'instant, comme le demandait la fédération française avant d'accorder la possibilité aux coureurs d'être sélectionnés en équipe de France et de participer au championnat de France. Voici Laurent, Reveline, Marcus Berg, Bartoli, Bettini, ça roule, présence Mapei, présence Rabobank. Frank Van den Broek, c'est important, n'a pas d'équipier dans ce groupe, pas d'autres coureurs de la formation Cofidis. Il en est de même pour Laurent Jalabert, qui n'a pas de coéquipier Hanse, alors que l'écart est de 1,27. Le chronomètre d'Yvon Moulin est infaillible. Donc pas d'équipier. Alors voilà le deuxième peloton. Hein. Voilà le deuxième peloton avec Eric Zabel et son meilleur champion d'Allemagne. La présence de Zabel nous permet de vous parler de Jan Ullrich, qui était ce matin au départ de l'Amstel Gold Race. Jan Ullrich qui m'a expliqué qu'il avait, estime-t-il, entre 2 et 3 kilos de trop, mais que pour l'instant sa forme allait à peu près bien.
L'Amstel est la première épreuve de la Coupe du Monde, la Gold Race, la première épreuve de la Coupe du Monde à laquelle Jan Ullrich participe cette année. Vous parliez de l'absence des TVM Bernard. En voici un qui vient de sortir du deuxième peloton. Voskamp. Mais c'est Bart Voskamp. C'est lui. L'athlétique Bart Voskamp. Qui était cité parmi au moins les outsiders de cette classique hollandaise. Oui, d'ailleurs, on est étonné qu'il ait raté cette échappée tout à l'heure, là, de 11 hommes. Ça va être difficile. Hein. Il n'y a pas d'organisation dans le peloton. Là, chacun essaie d'y aller à son tour. Là, ce sera extrêmement difficile. Plus, psychiquement, c'est compliqué parce qu'on se sent pris dans un piège. On sent bien que les autres ne sont pas assez forts pour y aller. Nous sommes avec le gros de peloton. Il doit rester à peu près une quarantaine de coureurs. L'effort de Roman Vachstein, le Lituanien, qui s'est distingué dans Tirreno Adriatico en gagnant 2 étapes, qui a perdu le classement général à la suite d'une erreur stupide de parcours, qui n'était pas de son fait, qui était le fait des organisateurs. Il s'est écarté. C'est bien Mario Aerts, c'est bien lui. Mario Aerts qui est là, avec le dossard 21, troisième de la Flèche Wallonne, et juste devant lui, vous avez vu Andrei Kivilev de l'équipe Festina. Alberto Eli. Alberto Eli. Peloton pour Télécom. Nouveau venu. Télécom n'a pas non plus de représentant non plus avant. Alberto Eli, nouveau venu chez Télécom. Télécom a effectivement une très bonne chance avec Eric Zabel quand d'arriver au sprint. Ouais. On ne sait pas si Jan Ullrich est dans ce groupe. J'ai fort peur pour lui que ces kilos supplémentaires. Midi. Le 46 de Casino, vous avez vu, c'était bien sûr Laurent Roux. Ivanov. Zabel. Et voilà Zabel. Schmil. André Schmil qui pour l'instant perd des points par rapport à Frank Vandenbroek dans l'optique bien sûr du classement de la Coupe du Monde. C'est Udo Boltz. Sorensen aussi dans ce groupe. Vous avez vu également Gianetti. Weinstein le voici. Pas vu Ullrich. Hein. Ullrich n'est pas là. M3, cela voulait dire tout simplement Moto 3, Moto Image 3, Moto 1 avec les hommes de tête, Moto 2 avec le groupe Vandenbroek, Jalabert, Bartoli, et la Moto 3 avec ce qu'il reste du peloton, c'est-à-dire pas grand monde, sachant qu'il y avait ce matin 189 coureurs au départ de Maastricht. La Gold Race est la plus jeune des courses de Coupe du Monde, elle a été créée en 1966. Nous assistons donc à la 34e édition. Elle se dispute dans le sud de la Hollande, dans la province du Limbourg. Il y a quelques incursions en Belgique. Et le départ et l'arrivée sont jugés à Maastricht, qui est entré dans l'histoire avec la signature, bien sûr, du traité du même nom, qui a changé le visage de l'Europe. Lance Armstrong, Laurent Jalabert, Spruch, Vandenbroek, Michael Bogart qui s'est ravitaillé. Marcus Sberg et Fanini. Marcus Sberg qui marche, je vous disais tout à l'heure, 7e de Liège-Bastogne-Liège. Marcus Sberg, vainqueur l'année dernière notamment de 2 étapes du Tour d'Espagne, au début et à la fin du Tour d'Espagne. Quoi qu'il arrive,
dans l'heure 10 de course qui reste, on se souviendra que c'est lui, une fois de plus, Frank Vandenbroucke, qui a imposé sa loi, on peut le dire, en choisissant la plus dure des côtes escaladées jusque-là, c'est-à-dire le Kuttenberg, pour faire exploser ce peloton et entraîner donc cette première sélection. Alors, il y a 14 coureurs ici. On peut peut-être donner la composition de ce groupe. Oui, on peut allez-y Bernard, on peut le rappeler. De l'équipe Mapei, il y a Bartoli Bettini. De l'équipe Lotto Plancart. De l'équipe Rabobank, il y a Bougert, Denbacker, Sberg et Van Bonn. De l'équipe Cofidis, il y a bien sûr Vandenbroucke. De Polti Rebellin. De Sacco Fanini. De l'équipe Once, Laurent Jalabert. 56 secondes. US Postal Armstrong. US Postal Armstrong. Et enfin de la Lamprey, il y a Spruch et Missalia. Zbigniew Spruch, le Polonais, qui est l'un des bons coureurs de ces débuts de saison. Il est d'ailleurs actuellement 4e du classement de la Coupe du Monde. Classement de la Coupe du Monde, premier Vandenbroucke, deuxième Schmil à 37 points, troisième Peter Van Petegem, le vainqueur du Tour des Flandres à 69 points, quatrième Spruch à 86 points et cinquième Andrea Tafi à 98 points. Aucun coureur français n'apparaît parmi les 10 premiers. Nous sommes dans les faubourgs de Maastricht, puisque les coureurs, je vous le rappelle, vont passer une première fois sur la ligne à Maastricht. Il leur restera à ce moment-là 45 km 700 à parcourir. Les 3 hommes de tête: Ludo Dirksens, Kos Morenhout et Alexandre Vinokourov. Alexandre Vinokourov, le Kazakh. Il est né à Petropavlovsk il y a 25 ans. Il a appartenu à l'équipe de Saint-Étienne, qui est en quelque sorte le réservoir de l'équipe professionnelle Casino de Vincent Lavenu. Et fort logiquement, Alexandre Vinokourov est passé professionnel dans l'équipe Casino avec la réussite que l'on sait. Garçon extrêmement prometteur. Voici Spruch, le voici, avec le maillot Lamprey. Michele Bartoli, Siglia, Denbacker, Boogert, Armstrong, Fanini, Laurent Jalabert et ce valeureux Paolo Bettini à côté de son leader Michele Bartoli. J'ai vu le geste de Fanini sur Bartoli pour lui dire: t'inquiète pas, je suis là. Pour l'instant, on s'entend relativement bien dans ce groupe, parce qu'il pourrait y avoir une envie de rester dans les roues de la part aussi bien des Lamprey qui ont Dirksens devant, que de la part des Rabobank aussi, qui ont un homme à l'avant. Alors il faut préciser qu'il y a eu tout à l'heure une chute dans laquelle ont été impliqués une dizaine de coureurs. Sont tombés notamment Abraham Olano, le vainqueur du Tour d'Espagne l'an dernier, qui semblait souffrir du poignet. Abraham Olano qui a abandonné. Il y avait également dans la chute Stéphane Barth, le coureur français, qui participait cette année pour la première fois à la Gold Race. Stéphane a lui aussi abandonné. Et pris dans cette chute également, le vainqueur de l'an dernier, le Suisse Rolf Jährmann, qui a lui aussi abandonné. Il faudra, notamment concernant le poignet d'Olano, il faudra attendre d'autres examens pour savoir réellement la gravité de la blessure, mais il est évident que ce n'est pas le bon moment pour Abraham Olano pour être blessé, alors que nous approchons de la fin avril et qu'à partir de ce soir, c'est-à-dire au terme de cette Gold Race, eh bien, le visage du cyclisme va changer. 5 épreuves de Coupe du Monde sur les 10 au calendrier auront été disputées. Il faudra attendre le premier samedi du mois d'août pour retrouver la Coupe du Monde avec la Classica de San-Sébastien que vous verrez en direct sur France 2. Et d'ici là, eh bien, place aux épreuves par étapes avec les 4 jours de Dunkerque que nous retransmettrons sur France 2 et sur France 3 les 2 derniers jours. Le 8 mai, avec l'étape des Monts, la spectaculaire étape des Monts, 4 jours de Dunkerque auxquels participeront notamment Frank Vandenbroucke, Franco Ballerini et Johan Museeuw.
Et puis, le lendemain, le samedi 9 sur France 3, nous vous proposerons la dernière étape avec le Mont Cassel et Dunkerque. Ces 2 rendez-vous seront les 2 prochains grands rendez-vous en direct du cyclisme sur France Télévisions. La ligne d'arrivée, au bout, nous sommes au bout de ce qui sera tout à l'heure la ligne d'arrivée. Et nous allons voir passer les 3 hommes de tête. Dirksens, Morenout, Vinokourov. Cela fait pratiquement 4 heures qu'ils sont en tête. Les 3 hommes de tête, Dirksens, Morenout et Vinokourov. Vous avez vu le clin d'œil de Bartoli. Il a mis le pouce en bas. Il n'est pas très bien, Bartoli. Enfin, faut se méfier. Faire croire tout au long. Oui, faut se méfier de lui, hein. Le diable. Toujours se méfier d'un coureur quand il dit qu'il n'est pas très bien. Ouais, surtout un coureur de sa classe. Vainqueur de la Flèche Wallonne, 4e de Liège-Bastogne-Liège. Oui, déjà, quand Bartoli dit qu'il n'est pas très bien, il est quand même beaucoup mieux que beaucoup d'autres. Voilà le ravitaillement donc, qui va précéder le passage dans quelques instants sur la ligne. Le peloton n'est pas très loin non plus. Non, le peloton n'est pas très loin. La deuxième partie, oui. Pas très loin du groupe Vandenbroek, Jalabert, Bartoli. Les 3 hommes de tête vont se relever. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a le fameux Petersberg à monter maintenant. Voilà. Très difficile. Regardez cette image. La jonction dans quelques instants entre les 3 hommes de tête. Morenout, Vinokourov, Dirksens, qui auront été les 3 grands attaquants, on peut le dire, des 3 quarts de la course. Et maintenant, eh bien, nous allons assister à la grande explication. L'échappée matinale se termine. Ces 3 hommes auront compté plus de 7 minutes d'avance sur le peloton. Et dans la longue ligne... Ah, le peloton est juste derrière. Alors, regardez cette image, elle est intéressante. Les 3 hommes de tête, le groupe intercalé qui s'était constitué à l'initiative de Vandenbroek, avec notamment Bartoli et Jalabert. Et au bout de la ligne droite, ceux qui restent du peloton, avec notamment le redoutable Eric Zabel. Attention à Zabel. Si les télécoms notamment réussissent à ramener Zabel devant, il va falloir se méfier d'Eric Zabel. Regardez, c'est très belle campagne. À la sortie de Maastricht, les coureurs ont longé la Meuse et ils rentrent de nouveau au cœur du Limbourg hollandais et les voici dans l'ascension, Bernard, de la côte de Petersberg. La côte de Saint-Pierre. On veut traduire en français tout simplement. Enfin, je pense que tout le monde avait compris. Alors, côte de Petersberg qu'ils vont monter 2 fois. Hein. Oui. Il y a plusieurs côtes d'ailleurs. Hein. Le Coberg aussi qu'on monte 2 fois. C'est devenu un peu comme le Tour des Flandres. Enfin, on tournicote beaucoup dans cette Gold Race là. Et pour reconnaître le parcours, eh bien bonjour. Parce que les flèches, les Hollandais, vous savez, qui sont des gens très écologiques. Ils attachent les flèches avec une petite ficelle. Alors, suivant le sens du vent. Oui. La flèche fait le tour. Mais par contre, journée pour opérer. L'écorce des arbres n'est pas endommagée. Non, mais c'est sûr. Et c'est bien. Pas de peinture par terre. Tout est, enfin, pas de peinture. Oui, il y en a là. C'est pas les organisateurs qui ont mis ça. Alors que la jonction venait de s'effectuer. C'est Morenout qui est reparti. Regardez-le. On rase vraiment les maisons. Il ne faut pas ouvrir sa fenêtre au moment où passe quoi. Je pense que c'est Martin Denbacker. Oui. On va le vérifier. Mais pour moi, c'est Denbacker qui est parti. Denbacker qui avait terminé 2e de la Gold Race l'année dernière. Battu au sprint par le Suisse Rolf Hiermann. Cette année, il va essayer d'y aller tout seul. Oui, Denbacker qui est costaud. 3e de Liège-Bastogne-Liège, 2e de la Flèche Wallonne et vainqueur de ce que l'on appelle le week-end ardennais, c'est-à-dire l'addition des places obtenues dans la Flèche d'abord, dans Liège ensuite. Et dans ce week-end ardennais, eh bien, il avait devancé tout simplement Bartoli. C'est Sprouch. Je vérifie, c'est bien lui. Denbacker, Sprouch. Attention, ce sont des costauds, vous ne les connaissez peut-être pas très bien, ce ne sont pas obligatoirement des noms grand public, mais ce sont de sacrés coureurs. Denbacker, Sprouch, Lance Armstrong,
qui ramène dans sa roue un autre Rabobank, en l'occurrence Léo Van Bonn. Attention, et l'inévitable Frank Van den Broek, regardez. Ah, quel panache ce garçon. Rien ne se passe sans lui. Rien ne se passe sans lui. Quelle clairvoyance surtout. Ah oui. Il y avait 2 Rabobank à l'avant, alors il a préféré aller. Quel bonheur, quel bonheur. Peut-être extrêmement dangereux. Le bonheur pour le cyclisme international d'assister depuis 4 ans et demi à la progression de ce garçon. Et à 24 ans, eh bien le voilà qui s'impose. N'ayons pas peur des mots, au moins dans les courses d'un jour, comme le patron du peloton. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours gagner, mais cela veut dire qu'il devient le centre de la course. Ah bien, voici encore un autre peloton. On a vu Andrea Taffi. Vous avez compris à l'allure de ce peloton. Oui, ça ne roule pas très vite. Là, se tiennent pour battus. Je voudrais savoir, Jan Ullrich est dans ce groupe. Jan Ullrich qui porte, je vous le dis à titre d'information, le dossard 157. Il vient de passer devant nous, Jan Ullrich, dans ce peloton que l'on appellera le peloton des battus. Mais c'est une information. C'est le gros peloton en quelque sorte, peloton. mais il n'a plus aucune chance, sauf retournement extraordinaire. Il y a donc une cassure à la suite de l'accélération de Denbacker. Cette vue d'hélicoptère avec la fameuse boule Westcam, caméra adaptée sous l'hélicoptère, eh bien cette vue vous a permis de voir que l'écart était moindre. Van den Broek perdu quelques longueurs. Il faut qu'il fasse l'effort pour recaler. C'est Lance Armstrong qui a chaud. Il y a de quoi être réchauffé. Ça fait plus de 200 km qu'il est parti. Voilà la confirmation des noms que je vous donnais il y a un instant. Et alors on peut imaginer, et ce qui se passe là, Bernard le montre, on peut imaginer maintenant peut-être une course de harcèlement des Rabobank. Ils sont les plus nombreux dans ce groupe et ils ont peut-être intérêt à attaquer à tout va. Ça dit, c'est pas toujours obligatoirement la meilleure tactique, mais apparemment c'est ce qu'ils vont faire. Certainement, hein, parce que l'année dernière ils étaient également en nombre, mais ils se sont fait battre à l'arrivée. Non seulement deuxième, alors cette année ils vont peut-être adopter une autre tactique, c'est essayer d'envoyer un homme comme ça de temps en temps, mais il ne faut pas non plus trop disperser ses forces. Et on va certainement voir un homme principalement Denbacker, peut-être Sberg attaqué, et on va certainement garder Boogert et un peu sur la réserve, ainsi que Van Bonn en cas d'arrivée au sprint. Oui, parce que Boogert a fait des efforts, il était quand même intercalé tout à l'heure. Léo Van Bonn qui est costaud, hein. Il a gagné l'an dernier une épreuve de Coupe du Monde, il s'agissait du Grand Prix de Hambourg, qui sera disputé également cette année, bien sûr, le week-end du 15 août. Et il a gagné aussi, Léo Van Bonn, vous vous en souvenez, une belle étape du Tour de France l'année dernière. C'est un super coureur, Laurent Jalabert. Il doit être content, Laurent Jalabert. Je ne sais pas quelle sera l'évolution de la course pour lui, mais le fait de se retrouver dans le groupe de tête, psychologiquement, hein, Bernard, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne doit pas être mauvais. Oui, mais on oublie un petit peu que Jalabert a remporté cette année Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque, qui sont quand même de belles courses. Alors, c'est vrai que dans le milieu, on dit souvent il est moins bien, mais je trouve qu'il est quand même pas mal. Ouais. Bon, évidemment, comme il était numéro 1 mondial, c'est toujours pareil. On l'a vu dans les classiques, dans la Flèche Wallonne, dans Liège-Bastogne, il y a un petit peu en retrait, mais il faut oublier que Jalabert a gagné, je ne sais pas combien il a gagné de course cette année, mais après les 5 victoires, 5 victoires. C'est quand même quelque chose. Voici Martin Denbacker avec à côté de lui Bettini. Toujours des attaques et toujours des Rabobank. Ah, ils sont bien placés. Il y en a un qui est devant, qui a oui, et là on hésite dans le peloton. Attention, on hésite. Il ne faut pas hésiter trop longtemps lorsque l'écart aura passé les 10 secondes, c'est-à-dire les 100 mètres. Après, on trouvera beaucoup moins de coureurs pour essayer de colmater la brèche. Nous sommes derrière Laurent Jalabert, juste devant lui VDB, Frank Van den Broek, juste devant
Armstrong, Bogert. Le 24, c'est bien sûr Joe Plancart. Regardez, ça, ce sont véritablement tous les costauds, enfin quelques-uns des grands costauds actuels. Il n'est pas content, hein, Bogert. Il faut dire que la Gold Race bénéficiait au départ ce matin, 189 coureurs, je vous l'ai dit, d'un plateau extrêmement relevé, puisque à part Pantani et Bjarneris, voilà le groupe qui s'est dégagé. Denbacker, Von Bonn, Fanini et Missaglia. Les 4 hommes, juste derrière le groupe. Dans les 4, là, il y a encore 2 Rabobank. Donc il faut réagir rapidement. 39 km de l'arrivée, ce qui nous confirme une arrivée à peu près à 17h, 16h58, 17h. Elle va monter le Meusenberg. Beaucoup de mouvements, hein. Tactiquement, c'est très difficile à appréhender cette course. Ça peut partir à tout moment, ça peut partir aussi bien sur le plat. Tout s'est regroupé. Frank Vandenbroek, le voici sur la gauche. Il porte pour la première fois en course le maillot de la Coupe du Monde. Ce maillot, il le trouve très beau. Écoutez-le. Le maillot est tellement beau, j'ai pu encore le contempler un peu cette semaine que donc je veux pas le donner. Non, j'aimerais le garder jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est normal. À l'Amstel, il faudra que je me base, je veux dire, toute la journée parce que c'est une course dure. La dernière manche un peu de la Coupe du Monde, je veux dire, du printemps. Et je veux dire, c'est une course spéciale. Il faut se battre. Il faut encore avoir beaucoup d'envie. Frank Vandenbroek. Alors que 3 hommes se sont légèrement dégagés, vous les voyez juste devant, à l'initiative de David Rebellin. Berg et Bogert, il y a encore 2 Rabobank. Je me demande si les Rabobank n'en font pas un petit peu trop là. Bartoli dans son style très caractéristique. On peut imaginer que la jonction va s'opérer assez vite. Jalabert est bien. Voici Vandenbroek qui vient de passer. Dans la roue de Vandenbroek, Bartoli. Ça, c'est une image qu'on risque de retrouver très souvent. Il a l'air un peu à l'ouvrage, hein, Bartoli, dans la roue de Vandenbroek. De nouveau, ça maintient de la petite cassure. Il y a quelques longueurs. Il y a Rebellin, il y a Bogert. C'est Lance Armstrong Lance qui va Armstrong revenir. qui ramène. Costaud, Lance Armstrong. Hein. Oui. Ah, attention, Plancart là voulait essayer de partir, mais il était n'a pas eu le passage. Jalabert est bien placé, regardez-le. Il vient de se retourner, Laurent, il est sur la droite de la route. Et des attaques, ça arrête, ça part, ça revient. Tout Bogert. le monde se surveille, tout le monde regarde. Bogert, Armstrong. C'est un moment crucial de la course. Là. Il ne faudra pas grand-chose pour qu'un groupe s'en aille comme ça sans qu'on sache très bien si c'était le bon moment, si... Là, par exemple, Armstrong ferait l'effort dans une descente. En principe, on a très peu de chances de pouvoir partir, s'échapper dans une descente. Et bien, peut-être que là, ça pourra marcher. Petite cassure. Hein. Armstrong, Bogert. La course, elle est extrêmement bizarre en ce moment. Il y a parce que les Rabobank sont en force, parce que les autres coureurs n'arrivent pas toujours à bien se coordonner, à bien s'entendre. Et vous voyez que dès qu'il y a une contre-attaque, il y a toujours un Rabobank là pour venir gêner le mouvement. Le 38 en l'occurrence, c'est Marcus Esberg. Je crois que c'est encore notre ami Missalia là, qui a attaqué. C'est lui. Gabriele Missaglia. Parce qu'il a fait plus de 140 km d'échappée. Il a encore la force, la ressource nécessaire. Et là, comme il était contrôlé par un homme de la Rabobank, vous voyez, le peloton n'y a pas cru. Le peloton a cru que Missalia allait se relever.
Missalia, lui, ne s'est pas relevé. Il a pensé que finalement, Sberg allait rouler avec lui pour avoir 2 coureurs de Rabobank en tête. Et du coup, c'est parti. Marcus Sberg fait l'effort pour revenir sur les 2 hommes de tête. Et il a raison, hein, puisqu'il y aura 2 hommes de Rabobank qui ramènent Missalia qui lui doit être fatigué. Armstrong, Bogert. Une belle course aussi de Lance Armstrong. Hein. Ouais. C'est aussi un sacré coursier celui-là. Hein. Hey, Bogert va pas prendre le relais tout de suite. Hein. Missaglia, Marcus Sberg. Par contre, il faudrait qu'il rentre tout de suite, hein, parce que s'il reste en point de mire entre les deux, nous sommes dans une grande route large. Belle route large pendant quelques kilomètres. 34 km de l'arrivée. Là, il vaudrait mieux que Marcus Sberg se relève ou qu'il revienne immédiatement sur Bogert pour ne pas rester en point de mire entre les 2 hommes de tête et le peloton. Le rythme s'est accéléré et la course sera en retard par rapport à l'horaire moyen, mais arrivera avant 17h. La jonction est imminente. On se retrouve avec 4 hommes en tête. 2 coureurs de l'équipe hollandaise Rabobank, Marcus Sberg, Michael Bogert, l'américain Lance Armstrong et l'italien Gabriele Missaglia. Le moins connu des 3, mais pas le moins généreux dans l'effort, puisque, vous le savez, il faisait partie des coureurs qui se sont distingués, qui ont attaqué depuis le départ de cet Amstel. Il figurait dans un groupe de contre, déjà d'ailleurs avec Bogert. Il se retrouve. Et derrière, c'est VDB qui roule. Voici le groupe Jalabert. Jalabert, Bartoli, Vandenbroek. Jalabert qui pour l'instant se fait oublier, s'est mis en dernière position de ce groupe. Alors les Français, durant ces dernières années, les meilleures places françaises. Jean-Claude Leclerc, qui est aujourd'hui consultant à la télévision suisse, 6e en 90. Thierry Laurent, 4e en 91. Colotti, 4e en 92. Dominique Arnoux, 11e en 93. Gérard Ruet, 8e en 94. Laurent Roux, 16e en 95, Emmanuel Magnien 7e en 96, Laurent Roux 4e en 97 et Emmanuel Magnien encore 20e en 98. Il faut noter que seulement 2 Français figurent au palmarès de la Gold Race. Il s'agit de Jean Stablinski, vainqueur en 66, et de Bernard Hinault, vainqueur en 1981. 34e édition, 2 victoires françaises. Je ne vous étonnerai pas quand je vous dirai que ce sont les Hollandais qui ont gagné le plus souvent, très exactement 15 victoires, dont 5 pour Jan Raas. Ce qui fait qu'à l'époque, on ne l'appelait plus la Gold Race, mais la Gold Race. Et enfin, pour parachever pour ce qui concerne les Hollandais, j'ai vu que mes vieux amis entre guillemets, Job Zoetemelk qui a terminé 14 fois la Gold Race et qu'il perd 13 fois. C'est impressionnant aussi. Terminé 14 fois la même course. Ouais. Et il a réussi à la gagner aussi. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est surtout le nombre de fois pour arriver à terminer la course, toujours se trouver en forme ce jour-là. C'est quand même assez extraordinaire. Verheyen. Là aussi, mésentente dans le gros peloton. Job a gagné en 1987. Il avait 40 ans. Ça fait sa première participation en 70, je crois. Sorensen. Ballerini juste devant lui. Laurent Roux, c'est là. Zabel. Faut pas se tromper, hein. Ce groupe, c'est le peloton. Il y a donc les 4 hommes de tête. Derrière, il y a le groupe Vandenbroek, Bartoli, Jalabert et ce qui reste du peloton. On n'a pas eu d'écart depuis un moment. Ça, c'est Bartoli. Derrière, les inévitables Rabobank, dont Léo Van Bonn.
Le 24, c'est Joe Plancart. Attention, il va vite, hein, Joe Plancart. Là, pas trop ce que fait Bartoli, c'est étonnant. Ouais. Il semble que peut-être que Bettini a été lâché, n'est plus là pour aider Bartoli. Voilà les 4 hommes de tête. Lance Armstrong, Michael Bogert, Armstrong américain, Bogert hollandais, Marcus Sberg suisse, Missaglia Italie. J'espère que nous allons rapidement avoir un écart. Salia ne roule pas, on peut le comprendre, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts tout à l'heure, alors que là c'est toujours Bartoli. Il s'est mis en tête et puis il ne demande plus rien à personne. Alors ça c'est un petit peu étonnant de la part d'un grand leader comme Bartoli. Lance Armstrong s'est retourné et quand on regarde au loin, on n'aperçoit pas, on n'aperçoit pas le groupe. Hein. Ah, si Bartoli, les Lotto, Rebellin, Jalabert, Vandenbroek ne s'unissent pas, il risque de le regretter. Car devant, il y a 2 Rabobank, Missaglia qui est probablement un peu fatigué, mais Lance Armstrong est un coureur extrêmement généreux. Et il y a le problème de la course d'équipe, hein. Il y a 2 Rabobank, donc il faudra réussir à les contrer. Mais Lance Armstrong sait que dans un groupe comme celui-là, il a un rôle à jouer. David et Rebellin. À la Frank Vandenbroek qui apparaît. Ce qui veut dire que ce que nous évoquions il y a quelques instants se réalise. Il faut que tous ces gens, 33 secondes d'écart, premier écart, 33 secondes, on peut le dire, Bernard, 37. On peut le dire, attention, danger. C'était le titre d'un film, ça peut être aussi le message danger, à passer aux coureurs. Le danger, c'est surtout de savoir comment... le danger, surtout le problème, hein, pour le peloton, pour ce groupe de contre-attaque, c'est savoir comment s'unir alors qu'il y a encore 2 coureurs de Rabobank ici qui sont extrêmement gênants. Et Frank Vandenbroek essaye de rouler, mais immédiatement, il y a un coureur dans sa roue. Il y a Van Bonn qui est dans sa roue et qui ne va pas passer. Il va laisser Vandenbroek se relever. Il va laisser passer les autres et c'est Bartoli. Vous voyez que Bartoli n'a pas perdu de temps. Il a tout de suite vu que Van Bonn allait retarder. Alors, il a voulu passer tout de suite, mais ce faisant, il a lâché les autres. Alors les autres sont obligés de faire un effort. Ça va redésorganiser ce groupe. Alors, pour l'instant, ça avance un petit peu plus vite. Mais la désorganisation, finalement, du groupe va coûter plus cher en temps. Michele Bartoli, que vous voyez mener ce groupe, sera au départ du prochain Tour de France. Pour parler des rendez-vous, il y aura demain le Tour de Vendée qui compte pour la Coupe de France. Frank Vandenbroek sera au départ. Et il y aura le 2 mai, c'est-à-dire dimanche prochain, sur le circuit d'Argenteuil et de Sannois, dans le département du Val d'Oise. Il y aura le traditionnel Trophée des grimpeurs, organisé par Monsis et Josette Lulio. Et Vandenbroek sera aussi au départ, notamment, de ce Trophée des grimpeurs. Ce que doit souhaiter actuellement Vandenbroek, secrètement, c'est que l'écart ne grandisse pas au-delà de 40 secondes. Parce que Vandenbroek, avec la forme qu'il détient en ce moment, je pense qu'il est capable, après la côte d'Alembé, de pouvoir combler un écart de 40 secondes. Il ne faudrait pas qu'il y ait plus d'une minute, parce qu'après ça deviendrait vraiment problématique. À propos de cette côte d'Alembé, il faut préciser, alors que l'on voit Stanga, le manager de la Polti, en discussion avec David et Rebellin, préciser que Richard Virenque n'était pas ce matin au départ de l'Amstel. Vous évoquiez la côte d'Alembé, dont le sommet est situé très exactement à 17 km de l'arrivée, 17 km 300. Eh bien, cette côte de l'Alembé
Frank Vandenbroek l'a reconnue et il estime qu'elle peut constituer le terrain idéal pour passer à l'offensive. Souvenez-vous, dimanche dernier dans l'Esch-Bastion, nous avions pris date. Il nous avait mis dans la confidence. Il avait reconnu 6 fois la côte Saint-Nicolas, pensant que c'était là qu'il fallait attaquer. Eh bien, après reconnaissance et étude du terrain, Frank Vandenbroek, que l'on voit ici en gros plan, estime que la côte d'Alembay peut lui permettre de tenter un grand coup, à condition, comme vous le disiez fort justement Bernard, que l'écart ne soit pas trop important. Différence pour Vandenbroek. Dans Liège-Bastogne-Liège la semaine dernière, il a eu à côté de lui jusqu'à 6 km de l'arrivée un équipier exceptionnel, Peter Farazin, qui aura été derrière son leader le grand bonhomme de Liège-Bastogne-Liège. Aujourd'hui, il n'y a pas de Farazin. VDB est tout seul et malgré son talent immense, c'est quand même plus compliqué. Ouais, c'est beaucoup plus difficile, on va dire physiquement, parce qu'il y a des efforts qu'il est obligé de faire, mais surtout psychiquement, parce qu'on se sent beaucoup plus esselé. Et avec Farazin, l'autre jour, il a fait imprimer le train qu'il voulait à la course par l'intermédiaire de Farazin, une chose qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Un peu étonnant quand même cette attitude de Bartoli. Hein. On a l'impression qu'il ne cherche pas tellement à gagner la course en faisant ça. Par contre, il en veut certainement, ou à Bougert, ou je sais pas, quelqu'un a dû lui faire une niche là ces derniers temps, les 4 qui sont devant. Laurent Jalabert est dans le groupe des costauds, mais pour l'instant pas dans le groupe de tête. Il est juste derrière. Regardez le cadre du vélo de Fagnini de la Saeco. Ça mérite une petite explication, Bernard. Inspiration, beaucoup de cadres qui s'inspirent de plus en plus des cadres, Ouais, des cadres VTT. Ce sont les cadres slooping comme celui Comme de Laurent. Laurent Jalabert par exemple. On a vu les casinos aussi ont des cadres comme cela. On peut penser qu'ils sont plus rigides, puisque le tube de sel est moins haut. Là, la soudure, on renforce la rigidité et le cadre plie moins que le vélo du plan carte par exemple. Bon, il y a aussi des moments, ce sont des phénomènes de mode, mais là je pense que on va arriver à changer un tout petit peu la forme du cadre, mais vous savez que dans à partir de l'année prochaine, de toute façon, elle devra respecter elle va s'intégrer dans un triangle prédéfini. Les règlements du CI. Oui, les grands battus de la journée, les coureurs de TVM avec Voskamp. Nous sommes là dans le peloton, ce qu'on peut appeler le peloton, c'est-à-dire le troisième groupe de la course. Groupe. Eric Zabel. Eric Zabel que je trouve un peu grincheux. C'est Guidi. Et pourquoi est-il grincheux? Alors que l'on va voir apparaître à l'écran André Schmil, voici, il vient de passer devant vous. Eh bien, il est Van Petegem, ouais. Laurent Roux. Pourquoi il est grincheux, Eric Zabel? Parce qu'il trouve que les équipiers de l'équipe Télécom sont plus souvent occupés à attendre Ulrich qui roule derrière avec X minutes de retard, plutôt qu'à travailler pour lui devant, qui fait les sprints de toutes les courses auxquelles il participe pour essayer de gagner des étapes. Alors il est un peu grincheux, tout simplement. Je suis tout à fait d'accord avec lui là. Oui. On ne peut que lui donner raison. Si c'est le cas, bien sûr. Hein. C'est quelquefois, quand on est coureur, on se plaint pour certaines choses alors qu'on pense qu'elles sont comme ça. Elles sont quelquefois un petit peu différentes de ce que l'on voit. 42, vous aviez dit 40 secondes, Bernard. Nous y sommes. Laurent Jalabert qui relaie. Que l'hémorragie soit plus importante. 27 km de l'arrivée, hein. On peut dire que tout reste ouvert, mais attention, David Rebellin, Michele Bartoli. Il va y avoir le côte de Saint-Simon là, mais il n'est pas très difficile. Alors, tout à l'heure, on va passer la côte de Saint-Pierre. Et la semaine dernière, notre ami Jos Bruyère a dit il ne faut pas l'appeler la côte de Saint-Pierre, c'est la côte d'Eben-Emal. Ah. Parce qu'elle arrive au pied d'un fort, le fort d'Eben-Emal, qui paraît-il
au début de la Seconde Guerre mondiale, pouvait tirer des obus jusque sur la ville de Cologne. Il n'a jamais pu le faire parce que les Allemands ont pris le fort en moins de 3 heures. Mais ben, il n'y a pas une entente non plus. Non, vraiment pas très efficace, hein, l'entente là pour le moment. Mais c'est peut-être parce que, on a vu juste un petit moment là, peut-être parce que Missalia ne veut pas rouler, on le comprend un petit peu, hein, Missalia. Il a beaucoup roulé depuis le début de la course, mais comme il vient s'intégrer dans le groupe, il remonte en même temps que les autres coureurs lorsqu'il passe en tête, mais il retarde un petit peu, il vient perturber le bel ordonnancement, alors que là, Boogert a des crampes hein, sur la cuisse droite apparemment. Vous avez vu passer la voiture du directeur de course de la Gold Race. Eh bien, le directeur de course, c'est une heureuse reconversion. Et Léo Van Vliet, qui fut un très élégant et très bon coureur au sein des différentes équipes de Jan Raas, c'est lui le directeur sportif de la Gold Race. Pas content hein, Boogert parce que Missalia ne passe pas. Mais Missalia elle doit dire écoute, mal aux jambes. Oui. depuis ce matin. Et vous avez regardé. Boogert aussi a mal aux jambes. Le geste de Boogert. Ça y est, Laurent Jalabert. Laurent Jalabert aussi a certainement compris qu'il ne fallait pas trop laisser développer cette échappée. Je ne serais pas surpris si on attaque de Van den Broek que Laurent Jalabert réagisse immédiatement. Il paraît très bien, Jalabert. Hein. Il paraît bien, serein, heureux. Nous vous avons dit pourquoi. Rebellin, ça fait un moment qu'on dit que Rebellin va en gagner une belle. Est-ce que ce sera aujourd'hui? Denbacker, on dit la même chose. Van den Broek, c'est fait. Van Bonn, c'est fait depuis l'année dernière, mais ça pouvait recommencer cette année, ce serait pas plus mal. Michele Bartoli a gagné la Flèche Wallonne, mais pas encore de course de Coupe du Monde cette année. Et Laurent Jalabert a gagné 2 courses par étape en Espagne, dont le célèbre Tour du Pays Basque, mais n'a pas gagné de classique. Et c'est d'ailleurs une des explications, car il y a différentes manières d'interpréter les résultats des coureurs français actuellement dans les classiques, mais peut-être que la manière la plus lucide, c'est de dire que, excepté Laurent Jalabert, eh bien les coureurs français ont du mal dans les classiques cette année, et que Laurent Jalabert a, durant ces dernières années, disons, caché tout simplement ce qu'on appelle la forêt, masqué la forêt. Il a tenu pratiquement à bout de bras. Alors il y a eu de temps en temps des coups d'éclat formidables, Jackie Durand qui gagne Paris-Tours par exemple, mais il est incontestable que durant ces dernières années, la présence française a surtout été assurée par Laurent Jalabert, gagnant ou placé, et puis aussi par des garçons comme Magnin l'année dernière, 2e de Milan-San Remo, 4e du Tour des Flandres, Moncassin, 5e de Paris-Roubaix l'année dernière. Il y avait comme ça des résultats, mais c'est tout, surtout Laurent Jalabert qui tenait la baraque. Houtin Saint-Siméon. Ce n'est pas un nom batave hollandais. Pourquoi? Parce qu'on vous a parlé de cette incursion en Belgique. En voici l'illustration. Ça dure quelques kilomètres simplement, mais c'est réel. Alors là, c'est le groupe de tête. Ouh là là, mais on ne s'entend plus du tout dans ce groupe de tête. Ce qui nous promet une fin de course drôlement spectaculaire. Attaque. Eh oui, très certainement. Attendez. Attention, le groupe là n'est pas battu. Hein. Là, c'est voilà, Rebellin qui réagit. C'est le groupe de contre-attaque. Et voilà. Van Bonn, Van den Broek. Et Van den Broek a bien vu. Hein. Oui. Alors, qui est parti là? Ah, c'était Fanini. Fanini, ouais. Ouais, mais l'objet il se relève. Attention contre. Non, il n'y aura pas de contre. C'est Van den Broek qui roule. Il est costaud, Van den Broek. Hein. Et il maintient l'écart à une quarantaine de secondes. On a vu tout à l'heure hein, que devant, ça ne roule pas de très vite. Le dernier coureur à avoir gagné consécutivement Liège-Bastogne-Liège et l'Amstel et la Gold Race, c'est le Suisse Mauro Gianetti. Côte de Saint-Siméon, 4,5%. Elle n'est pas très difficile. Celle d'Alembé sera beaucoup plus difficile.
directeur sportif de l'équipe Lampré-Desquines, nouveau venu dans le peloton. Le très agréable Pietro Algéri. Le frère de Vittorio, qui lui, l'adjoint de Luigi Stanga chez Polti. Et qui étaient deux très bons coureurs professionnels. On est revenu avec le troisième groupe, Sorensen. Juste devant Sorensen, il y avait justement Gianetti. Devant Kivilev. C'est Rolf Sorensen, le Danois, qui est un peu le capitaine de route de l'équipe Rabobank. Sacré coureur, ce Sorensen. S'était révélé en portant le maillot jaune sur le Tour de France. Une chute avant l'arrivée à Valenciennes l'avait obligé à abandonner à la suite d'une blessure à l'épaule et de quitter le Tour avec le maillot jaune. André Schmil qui lui va perdre gros aujourd'hui. Si ça continue comme ça, il va perdre gros par rapport au classement de la Coupe du Monde. Voici Laurent Roux qui espérait probablement un peu mieux. Mais si on regarde, Laurent Roux, il est en bonne compagnie quand même. Il y a Zabel, il y a Marco Velo. Il y a encore du très très beau monde. Il y a Museeux aussi qui est là. Il est en très très bonne compagnie, Laurent Roux. Il y a Guidi. Alors là, nous sommes revenus dans le groupe de contre-attaque. Et ça ne roule pas fort du tout dans le groupe de contre-attaque. On l'avait... on le pressentait tout à l'heure. On sait que cette Amstel, cette Gold Race, c'est une course qui se joue surtout sur un plan tactique. Et on pensait que ça pouvait partir un petit peu n'importe où. C'est très très difficile de dire exactement où la bonne échappée va partir. C'est certainement l'une des courses Coupe du Monde où il est plus facile de se faire piéger. C'est reparti. Oui, c'est reparti à l'avant. On aimerait bien voir un écart. Parce que les écarts vont fluctuer énormément. C'est le groupe de poursuivants. Tout à l'heure, ça ne roulait pas. Maintenant, ça revient très très fort. Qui est-ce qui roule? Eh bien, c'est Jo Plancard qui roule à l'avant là. Il est toujours contrôlé par Van Bonn. Alors c'était reparti, un bon train, mais maintenant ça s'arrête. On va reperdre encore un petit peu de terrain. Plancard a l'air un peu découragé. Van Bonn regarde si suite au ralentissement, il ne va pas y avoir une attaque de l'arrière. Struch inspecte pour voir qui va prendre la tête, et qui prend la tête, eh bien c'est encore et de nouveau Bartoli. Et ça fait une bonne accélération. J'ai un petit peu mal aux jambes. Ça aussi, c'est extrêmement énervant. Cette allure-là où on ralentit, on repart. 48 secondes. 6 secondes de mieux. Oula, alors là, c'est complètement éparpillé. Bartoli, ça doit l'énerver lui aussi. Ce genre de course où on ne sait pas... comment faire, que doit-on faire, quelle est l'attitude à adopter. Nous sommes à 22 km de l'arrivée. Une petite demi-heure. Les coureurs auront franchi la ligne d'arrivée. Alors pour l'instant, je regardais le classement de la Coupe du Monde. Oui. Pour l'instant, pour que Van den Broek perde sa place de leader de la Coupe du Monde, compte tenu de la composition des groupes, du groupe des 4 et du groupe de poursuivants, il faudrait que Spruch, le Polonais, gagne la Gold Race et que Frank Van den Broek ne soit pas dans les 11 premiers. Je pense que je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Challenge difficile pour les Polonais. On peut considérer que Frank Van den Broek, dans ce qui est son objectif majeur de la saison, gagner la Coupe du Monde, on peut considérer, alors qu'il vient d'y avoir un groupe qui vient de revenir de l'arrière. Oui, le peloton est revenu sur une partie des poursuivants. Voilà. Et je dirais, malheureusement pour nous, il y a Laurent Jalabert qui s'est fait surprendre dans cette attaque de Bartoli. Mais
si ça continue comme ça, je pense que ce groupe aussi va être repris par le peloton. Je ne sais pas si vous avez vu l'allure du peloton là, qui était emmené par Ellie. Mais le peloton avait l'air vraiment très très motivé. Alors là, il y a de nouveau une accélération. Donc Bartoli est là, Vandenbroek est là. Ouais, c'est un petit peu étonnant parce que depuis que Jalabert a été lâché, on a l'impression que ça roule mieux. Pourtant, Jalabert n'était pas le plus dangereux des hommes de ce groupe. Bartoli, Denbacker, Rebellin, 20 km de l'arrivée pour ce groupe. Bartoli, Denbacker, Rebellin, Spruch. Juste devant, il y a Léo Van Bonn et Frank Vandenbroek. Voici donc la composition de ce groupe qui a rétréci. Laurent Jalabert n'est plus là, il a été surpris. Et devant, toujours 4 hommes. Michael Bogert, le Hollandais, Marcus Sberg, le Suisse, Lance Armstrong, l'Américain, et Gabriele Missaglia, l'Italien. Alors... c'est pareil, le peloton lui aussi s'est coupé en deux. Le peloton, c'est-à-dire celui qui était la troisième partie de la course. Laurent Roux va peut-être bénéficier du bon wagon là. Le voici Laurent Roux, il marche, on le sait, comme en témoigne sa 10e place dans Liège-Bastogne-Liège. Mais les Rabobank sont toujours là. Il y a les Rabobank partout. Maintenant, il faudrait... On a l'impression qu'ils sont 50, alors qu'ils sont 8. Ils ne sont pas plus nombreux que les autres au départ, mais sur les fins de course, ils sont plus présents. Voilà, les TVM aussi sont présents. Oula, on se retourne beaucoup dans ce groupe-là. Dans le groupe Vandenbroek, c'est-à-dire le groupe de contre-attaque. C'est pas bon signe. Les hommes de tête. Et voilà les hommes de tête. La route est large. On approche d'Alembert, Bernard. Oui. Voilà le groupe Jalabert qui revient. Le groupe Laurent Roux qui revient. Sur le groupe Vandenbroek. Il va y avoir un regroupement général enfin général, façon de dire, tous les coureurs ne sont pas là, mais il y a regroupement du peloton. Ça remet les TVM dans le jeu. On voit la Voskamp qui est là, ça c'est important. Exactement. Et Rebellin qui contre immédiatement. Et qui court derrière Rebellin? Et Denbacker. Encore un Rabobank. Voilà, maintenant ça va être... Ce rusé Schmil. Vous voyez, comme quoi les choses vont très vite. Dans la situation de course d'il y a 5 minutes, j'avais fait le calcul, Vandenbroek, Spruch pour la place de leader de la Coupe du Monde. Maintenant, tout change, puisque Schmil est revenu dans le coup, Van Petegem également. Et donc, pour Vandenbroek, les choses vont se compliquer. Regardez le Vandenbroek qui remonte très très vite. Retour sur les 4 hommes de tête. Nous sommes dans la côte d'Alembert, Bernard, c'est bien ça, hein? Oui, côte d'Alembert. Et je reconnais cette route. Belle route là, j'attaque. Attention, Michael Bogert. Lance Armstrong qui réagit. Salia va être décroché. Contre-attaque de Lance Armstrong contre les 2 coureurs de la Rabobank. Oh, ça c'est magnifique de la part d'Armstrong. C'est dur. Et il est pas... Oh, regardez cette perspective, cette image est intéressante. Armstrong et Bogert sont partis. Marcus Berg et Missaglia n'ont pas pu suivre. Lance Armstrong, Michael Bogert. Cette côte est dure, c'est la côte dont nous parlait hier soir Frank Vandenbroek. La côte d'Alembert, qui est une côte en ligne droite. Côte difficile, 9% de dénivellation moyenne. Il y avait un passage à 16%. On aimerait bien revenir sur ce groupe-là, voir si Frank Vandenbroek va pouvoir sortir de ce groupe. S'il est assez fort, il pourra peut-être sortir. Oh, il y a eu des cassures à l'initiative de Rebellin. Laurent Roux. Je vais avoir confirmation. C'était bien Laurent Roux, hein? Oui. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Attendez. Ça fait mal, hein? Ouh là. Voilà Laurent. 4e.
de l'Amstel en 97. Il aime cette course, il est en forme, il a quitté TVM la Hollande au 1er janvier pour rejoindre une équipe française, en l'occurrence Casino. Les deux hommes de tête. Je ne sais pas si c'est la bonne tactique là pour Boogert de refuser de rouler avec Armstrong. Parce que je ne pense pas que les Hollandais ont intérêt à ce que ça arrive tout au sprint. Je ne pense pas que Van Bonn soit vraiment supérieur à Zabel au sprint. Boogert qui est le roi des places d'honneur. C'est une course qui est très très difficile à appréhender tactiquement, et en plus il y a ces jeux de... Ce ne sont même pas des jeux d'équipe, ce sont ces réflexions en quelque sorte. Hein. Laurent Roux est parti derrière. Oui. Intéressant. Il peut sortir à tout moment, l'échappée peut se produire à tout moment. Et puis après il y a une mésentente, le peloton revient, d'autres hommes peuvent repartir. Il faut avoir un petit peu de chance dans cette course. Denbacker qui se frotte la cuisse gauche. Laurent Roux qui confirme son excellente forme du moment. Maintenant c'est la cuisse droite hein, pour Denbacker. Il a vraiment mal aux deux jambes. Alors attendez. Van den Broek est là. Jalabert aussi, hein. Regardez, il est juste devant, là on le voit Laurent. Il est juste devant Van den Broek là, Jalabert. Il y a Nardello, c'est qui est revenu de très loin dans le peloton. Vélo, Fanini. Et il y a Ballerini aussi hein, qui est revenu. Ballerini. Qui est resté caché dans le peloton. Et il y a Museau aussi. Ouais. Beaucoup de beau monde. Hein. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore vu Boogert relayer Armstrong. Il va faire, on espère, le bonheur de Laurent Roux. Ah, ça y est, Boogert va... il est passé, mais très peu. Hein. Après une demi-longueur, c'est tout. Hein. Il est peut-être averti que derrière... Denbacker revient avec Laurent Roux. Bel effort de Laurent Roux hein, qui revient en très bonne condition physique. À l'avant, c'est Armstrong qui fait vers 99% du travail. Alors, Boogert va-t-il passer? Oui, non. Non, il vient à la hauteur d'Armstrong, il se remet dans la roue. Voilà, ça peut être bien que Denbacker relaye un petit peu Laurent Roux. On va bien savoir où se situe le peloton derrière ces roues. J'ai un petit peu peur, hein. La voiture est repassée à l'avant là. Ça veut dire que l'écart n'est plus très conséquent pour Roux et Denbacker. Pour l'instant, on peut dire que ce sont les étrangers entre guillemets qui font la course et les Hollandais qui restent dans les roues, aussi bien en première qu'en seconde position. C'est preuve de beaucoup de constance, hein, l'ami Armstrong, parce qu'il ne se décourage pas. Des deux, le plus rapide est incontestablement Lance Armstrong, mais il reste encore deux côtes difficiles à escalader. Et puis une arrivée comme ça à deux après après avoir escaladé toutes ces petites bosses. L'année dernière aussi, on pensait bien que la fameuse côte Saint-Pierre, qui est la côte des Bennemal, pour respecter le vœu de Joseph Bruyère. Oui. 6,20%, c'est une côte dure. Donc pendant 900 mètres environ.
Et après, il y a une descente avec les virages en petits pavés. Il faut être extrêmement prudent. Quand je dis une côte dure, c'est l'accumulation. Oui, c'est la 29e côte de la journée. Exactement. 29e côte de la journée. Ça fait beaucoup. Puis le rythme est complètement décousu dans cette course. On a vu tout à l'heure qu'il y a des très gros efforts, puis après ça coupe, ça repart, ça coupe. Les poursuivants, Marcus Sberg, Gabriele Missaglia. Voilà le cadet d'Esberg et Gabriele Missaglia. Alors Sberg, on l'a vu souvent, mais Missaglia encore plus. Hein. Vraiment, il a une forme en ce moment. Missaglia, il a surtout une volonté. Lorsque l'on a fait une course comme ça à l'avant, comme il l'a fait, en principe, on pense plus à rester dans les roues, à se reposer, à récupérer, alors que là, Missaglia n'hésite pas. Et bon, Marcus Berg aussi, c'est bien parce que lui, il roule. Il veut essayer de revenir sur l'avant pour être en nombre, pour essayer de contrer Armstrong. On peut penser que Missaglia n'aura plus beaucoup de moyens au moment de l'arrivée. Et derrière, il y a Laurent Roux avec dans sa roue, bien sûr, l'inévitable Rabobank de service, en l'occurrence Martin Denbacker. Il a raison, Laurent Roux. Il peut aller chercher au moins une belle place d'honneur. Denbacker était deuxième de la Gold Race l'an dernier, je vous le rappelle. Et Laurent Roux, quatrième en 97. Ce sont des parcours qui conviennent parfaitement à ce type de coureur. Parcours qui s'apparente un peu à la moyenne montagne, disons. Et ils aiment bien ça. Et Laurent était 10e à Liège dimanche dernier. Il n'y a pas de hasard. Il y a des écarts de rythme qui sont très très fréquents et très très importants. Alors ce qui m'étonne par contre, moi, c'est que on ne voit plus Van den Broek, ni donc Laurent Jalabert, bien sûr. Ils sont retenus prisonniers dans le peloton. Oui. Tant Van den Broek a fait beaucoup d'efforts. Jalabert commençait à en faire. Bartoli est piégé lui aussi. Attention, ce virage à gauche. Il est serré. Les Hollandais qui sont là. Croate dans les Alpes et à l'Alpe d'Huez. Mais non. C'est pas vrai. Mais c'est quand même des beaux virages. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Il est parti un petit peu là, Missaglia. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Non, l'écart n'est pas très important. Alors, question Bernard. Est-ce que Sberg a intérêt à rouler, à revenir sur Bogart devant? Si j'étais à la place de Théodore Roy, le directeur sportif, je demanderais à Sberg de rouler. Parce que avec Armstrong, ça risque d'être difficile pour Bogart. Alors ce serait mieux d'avoir deux hommes à l'avant. On va voir l'écart. 43 secondes de retard. Chute du motard. Il y a eu chute du motard. 43 secondes. Voici ce qu'on appelle le pont de l'Europe. C'est un pont futuriste qui franchit la Meuse. On est au cœur de l'Europe, ici, il y a beaucoup de gens qui parlent français et beaucoup d'enseignes sont en français. Ah, c'est impressionnant. On vient régulièrement à Maastricht pour la Gold Race. On est venu l'an dernier également au mois d'octobre pour le championnat du monde qui avait lieu tout près sur le circuit du Valkenburg. Et le développement de la ville de Maastricht est impressionnant. 10 km de l'arrivée pour les deux hommes de tête. Lance Armstrong, Michael Bogert, ils sont le long de la Meuse. Et le développement de Maastricht, disais-je, est impressionnant. La signature du traité a dopé littéralement l'industrie, le commerce, le tourisme. Et on voit des constructions nouvelles partout. Il y a de nombreux instituts européens, alors qu'il n'y a que 10 secondes, c'est peu. De nombreux instituts européens de recherche, notamment, qui se sont ouverts dans cette ville de Maastricht, qui consent de surcroît des facilités pour l'installation de sociétés ou d'organismes européens. Et tout cela réuni fait que Maastricht est une ville en pleine expansion, qui a conservé son caractère typique avec la vieille ville, qui est très très jolie. La vieille ville est très jolie, vous savez que c'est devant la vieille ville, en faisant le siège,
est décédé Charles de Batz, plus connu sous le nom de D'Artagnan. Oui, Jean-Paul. Non, pardon, oui, Bernard. C'était un clin d'œil à notre ami Jean-Paul Olivier. Le panneau 10 km 1,04 pour le peloton. Donc, Jalabert, Vandenbroek, Bartoli, Enco. Zabel, Museeux. Ça roule apparemment bien hein, dans ce peloton. Il y avait une tentative d'échapper avec Laurent Jalabert qui était essayé de partir. C'est une course qui est très très difficile à appréhender. Rebellin. Et comme par hasard derrière lui, un Rabobank. Vandenbroek est là. Alors parmi les hommes de tête, donc Bogert est actuellement le mieux placé au classement de la Coupe du Monde. Il est 10e, il totalise 70 points. Vandenbroek est leader avec 198 points. Le vainqueur marque 100 points. Donc c'est insuffisant pour Bogert. Voilà Marcus Esberg. Gabriele Misaglia. Il a l'air de souffrir. Hein. Ouais, il aura passé une bonne journée. Nous sommes le long de la Meuse, toujours. Et vous allez le voir, dans peu de temps, les coureurs vont tourner à gauche et monter le Petersberg avant de replonger vers Maastricht pour l'arrivée de cette Gold Race. La course en or. Alors en Hollande, c'est un très très gros événement que cette Gold Race. La télévision hollandaise, la NOS, s'est mobilisée. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de public. Il y avait ce matin beaucoup de monde au départ dans la vieille ville de Maastricht. Et il y aura tout à l'heure, vous le verrez, aussi beaucoup de monde pour l'arrivée qui est jugée le long de la Meuse, à la sortie de Maastricht, sur la route en fait de la Belgique. Bogert. Alors, il faut toujours se méfier de ces gestes. On ne sait jamais si c'est de l'intimidation, si c'est réel, s'il y a des buts de crampes, s'il n'y a pas des buts de crampes, si c'est pour piéger l'adversaire. Il faut se méfier. En principe, s'il le fait derrière l'adversaire, c'est qu'il a un problème. Quand il le fait devant, comme ça, là, à la vue de l'adversaire, c'est plus pour le tromper. Il y a une belle différence de gabarit entre Misaglia, 1m66, 60 kg, et Marcus Esberg, 1m80, 69 kg. 1m66, c'est ce qu'on appelle un coureur de poche. De nouveau des attaques dans le trois peloton. coureurs. Il y a Fanini, il y a un Mapei, c'est sûr, un Rabobank, bien sûr. Rabobank, on en est sûr. C'est à chaque fois. Il y a eu regroupement à l'avant. Berg, Marcus Esberg et Misaglia viennent de rejoindre Bogert et Armstrong. Alors tactiquement, l'équipe Rabobank se retrouve de nouveau en position de force. 4 hommes en tête, 2 Rabobank et 2 costauds. Dimanche dernier, à l'arrivée de Liège, Bogert était 2e, Marcus Berg 7e. Voilà, le réalisateur ne nous avait pas montré en direct, il nous le montre au ralenti. Et il a raison. Martin Lindberg, qui dirige la réalisation. Misaglia essaye d'attaquer, mais ça va être difficile maintenant pour surprendre les Rabobank. Ils en ont chacun surveillé. Il va se passer des choses dans Petersberg, mais quand on dit Petersberg, c'est le nom de la côte, c'est pas Osberg qui s'appelle Peters. 33 éditions de la Gold Race, 15 victoires hollandaises, 9 belges, 3 suisses, 2 françaises, Stablinski Hinault, une allemande, une australienne, une danoise, une italienne. Il n'y a pas encore d'américain
au palmarès de la Gold Race. Point d'interrogation pour Lance Armstrong. Si Lance Armstrong gagne une épreuve de Coupe du Monde, tous les gens qui dans le monde, 32 secondes, Denbacker, Laurent Roux, tous les gens qui dans le monde, et ils sont nombreux, aiment le cyclisme, si Lance Armstrong gagne une épreuve de Coupe du Monde, tout le monde va se lever, applaudir et dire chapeau. Tout à l'heure, Denbacker ne roulait pas. Hein. Maintenant, il participe beaucoup plus avec Laurent Roux. Il faut dire aussi qu'il me semble que Rabobank est en tête de la Coupe du Monde par équipe. Oh, la chute, regardez. Oh, la mauvaise chute pour Marcus Sberg et Missaglia. Au moment, je vous parlais du virage à gauche il y a un instant, qui menait à la côte de Petersberg, eh bien le voici ce fameux virage. Ah, là c'est vraiment mauvais coup du sort. Et on se retrouve avec les deux hommes de tête, Lance Armstrong et Bogert. Parfait, on va le voir ici. Et le virage à gauche que nous évoquions. Voilà la route donc qui longe la Meuse. Si vous allez tout droit, vous rentrez dans Maastricht. Si vous tournez à gauche, vous allez... C'est la moto. Aïe, 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 moto de photographe mal placé. C'est Sberg qui tombe, qui fait l'écart. Missaglia qui était dans la roue qui va par terre. Oh, franchement. Une moto comme ça en plein sur la trajectoire. Pour faire une photo de plus. Enfin bon, bref. Quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de vélo avant, parce qu'il aurait su qu'il était en plein dans la trajectoire avant le virage. Il aurait suffi d'avancer 3 mètres de plus, il était hors trajectoire. Vous avez vu, hein, Armstrong déjà l'a évité, oui, Bogert oui. aussi, hein, quand on lit bien le ralenti, hein, les 4 auraient pu aller par terre. Hein. Oh là 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 là. Alors, Laurent Roux et Denbacker, voici les motos assistance. Voilà, Laurent Roux et Denbacker reviennent sur Marcus Sberg, qui va prendre le wagon. On n'a pas de nouvelles de Missaglia, Gabriele Missaglia, l'infortuné italien. Il aura vraiment mérité, Missaglia. J'espère qu'il va se relever et prendre une place d'honneur parce qu'il aura vraiment mérité. Il est tombé quand même assez lourdement. Il est passé par-dessus Sberg. Retour avec les deux hommes de tête. Lance Armstrong, Michael Bogart. Nous sommes dans la partie finale de la côte de Petersberg. Au bout de cette ligne droite, les coureurs vont tourner à droite et c'est là qu'ils vont se retrouver exposés au vent, Bernard. Oui, après, il y a un petit morceau de plat, puis après ils redescendent sur Maastricht et sur la dernière ligne droite d'arrivée. La campagne est belle. Sberg qui fait, c'est toujours Lance Armstrong qui fait le principal du travail. Encore une fois, cette chute au ralenti, Bogert l'a évité, mais alors vraiment, de justesse, c'est comme Sberg était un tout petit peu à la gauche de Bogert, il n'a pas vu la moto. Il a bien vu quelque chose, mais je pense qu'il a pensé que c'était des spectateurs. C'est dommage. Il n'a pas vu la moto. Parfois, on a tendance à prendre quelques risques en pensant que les spectateurs vont s'enlever. Lorsqu'il s'agit d'une moto, ça arrive aussi quelquefois lorsque les spectateurs sont devant une voiture, par exemple. Ça aussi, c'est très dangereux, parce qu'on pense que les spectateurs vont s'enlever. Les spectateurs s'enlèvent, effectivement, mais la voiture, elle reste. Là, c'est ce qui s'est passé pour la moto. Voilà, nous sommes au cœur des champs. La 30e côte de la journée, la côte de Petersberg, a été escaladée. Et dans quelques instants, les deux hommes de tête, l'américain Lance Armstrong et le hollandais, le champion de Hollande, Michael Bogert, voici Missaglia. Alors, il est heureux véritablement qu'il ait réussi à repartir. Ce qui veut dire qu'il n'a pas, il doit avoir quelques échymoses, quelques éraflures, mais rien de grave. Gabriele Missaglia, il a pu repartir. On est heureux, ça aurait été vraiment très injuste car il a fait une superbe course avec beaucoup de générosité. Nous sommes dans la partie descendante. Lance Armstrong, Michael Bogert. Michael Bogert qui aura 27 ans le 28 mai, c'est-à-dire dans un peu plus d'un mois.
Lance Armstrong qui a lui 28 ans. Lance Armstrong qui a déjà gagné la Classica de Saint-Sébastien, qui a gagné la Flèche Wallonne. Il a été champion du monde en 93. Il totalise 37 victoires à son palmarès, Lance Armstrong, mais il y a eu bien sûr cette parenthèse due à la maladie. Cancer des testicules. Lance Armstrong a vaincu la maladie, il est redevenu un des meilleurs coureurs du monde. Michael Bogert était 5e du dernier Tour de France. Il était la semaine dernière 2e de Liège-Bastogne-Liège. Nous sommes dans le dernier kilomètre. Si Michael Bogert gagne, la Hollande tout entière va exploser de joie. Car pour la Hollande, pour les coureurs hollandais, la Gold Race, c'est la course de l'année. Si Lance Armstrong gagne, tout le monde également se lèvera et applaudira pour saluer le retour à ce niveau parmi les meilleurs coureurs du monde d'un coureur qui il y a 2 ans voulait tout simplement, dans un premier temps, guérir avant d'imaginer une seconde qu'il pourrait redevenir un coureur de haut niveau. Gabriele Missaglia, l'infortuné italien, victime d'une chute tout à l'heure et qui a été retardé. Lance Armstrong, Michael Bogert qui porte le maillot tricolore de champion de Hollande. L'an dernier, le Suisse Rolf Jerman avait provoqué une grande déception dans toute la Hollande en battant Denbacker. Cette année, nous nous retrouvons dans la même situation. 2 coureurs, dont un Hollandais. Lance Armstrong est le plus rapide et le plus puissant. Lance Armstrong qui a décidé en force, en puissance d'emmener ce sprint. Lance Armstrong, le coureur américain qui va donner tout ce qu'il a. Michael Bogert qui est parti de l'autre côté de la route. Lance Armstrong, Michael Bogert. Et la victoire de Michael Bogert. Vainqueur Bogert, 2e Armstrong. Pour les places d'honneur, le 3e, et il l'a bien mérité, devrait être l'Italien Gabriele Missaglia. 4e Marcus Sberg et 5e Laurent Roux, ce qui est un bon résultat pour le Français Laurent Roux. Et voici la suite des Rabobank. Les Rabobank qui auront fait une très très grosse course et qui vont continuer à prendre des places d'honneur avec notamment Morenout. Marcus Sberg, Fanini, voici le groupe de Frank Vandenbroek. Frank qui va faire le sprint. Pour une place d'honneur, il y a également dans ce groupe André Schmil. Il y a Eric Zabel au centre de la route. Museo vient de passer. Eric Zabel qui gagne le sprint de ce peloton. Le vainqueur, le voici. Il s'agit du champion de Hollande, Michael Bogert, qui obtient, on peut le dire, pour un Hollandais, gagner l'Amstel, c'est quelque chose d'énorme. Il obtient aujourd'hui la consécration. Lance Armstrong avait choisi d'emmener en force ce sprint et en plongeant sur la droite, regardez, Michael Bogert réussit à le devancer d'un souffle sur la ligne. Bogert vainqueur, 2e Armstrong. Nous étions en direct de Maastricht en Hollande pour la 5e épreuve de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui reprendra début août avec la classique de Saint-Sébastien. Merci Bernard Thévenet. Nous retournons à Paris et dans un instant vous retrouvez Thierry Blanco pour la fin de Samedi Sport. Merci. Sur France Télévisions Sport, le cyclisme gagne sur tous les terrains avec Shimano et les magasins Bouticycle. Belle victoire donc de Michael Bogert et puis surtout performance de Lance Armstrong, on vient de le voir. Dépêche de cyclisme, un Charlie succède à un autre Charlie. Vous savez que Charlie Mottet avait démissionné de son poste de directeur sportif de la Fédération française de cyclisme. Eh bien, il est remplacé par Charlie Bérard, 44 ans. C'est un ancien coéquipier de Bernard Hinault qui succède donc à Charlie Mottet. Puis un résultat de rugby cet après-midi à Agen. Toulouse s'est imposé devant Agen sur le score de 24-10. 4 essais pour le Stade Toulousain, victoire acquise en fin de match. Je voudrais vous présenter ces quelques ouvrages, histoire de rugby.
Viens, chérie. McQuaid! Brûlé! Non! Oh! Vite! Je ne t'ai pas trahi. René m'a obligé. Il a tué mon mari, il m'aurait tué aussi si je ne l'avais pas suivi.